Cosa Vostra. C'est aussi tout le côté innovant de notre marque en fait, c'est que on travaille avec un board de spécialistes. Alors je dis board, mais c'est une équipe finalement, et avec qui on est en échange assez régulièrement. Des pédopsychiatres, ergothérapeutes, des professeurs d'école, conseillers pédagogiques. Et en fait, nous, la conception de nos produits, notamment Pix, on n'a pas dit on fait un produit puis on verra à quoi il va servir. Non, au contraire, on s'est dédié, on s'est renseigné, on s'est plongé dans un thème qui est la concentration, les troubles de la concentration et de l'attention. Et on a vu les professionnels, donc ces spécialistes-là, on a échangé, on a essayé de comprendre quels étaient les besoins des enfants pour développer un produit qui aiderait ces enfants au développement au quotidien et à travers le jeu. Et notamment, les problèmes de concentration sont très liés aujourd'hui. On parle beaucoup des écrans. Et on s'est dit comment on peut développer quelque chose qui vont retirer un peu ou décrocher un peu les enfants des écrans. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode du Panier, le podcast e-commerce dans lequel on décortique les recettes gagnantes des acteurs du commerce en ligne. Mon objectif est de dénicher avec vous les meilleurs conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans la vente en ligne. Acquisition, parcours client, outils, plantage, réussite, apprentissage, on abordera ici tous les sujets sans tabou. Je suis Laurent Kretz, cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Avec la meilleure équipe du monde en conception, créa, dev et contenu, j'accompagne des boîtes de toute taille dans leur stratégie digitale. Contactez-moi sur lepanier@cosavostra.com, sur LinkedIn ou sur notre site cosavostra.com. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Panier. Je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui avec un invité que je vais vous expliquer un peu plus tard, mais qui s'appelle Bastien et qui, avec son frère Ansel, le cofondateur de Opy, des jouets éducatifs sur enfants. Vous pouvez trouver ces jouets sur Opitoys, oppytoys.fr ou .com. .com. Salut Bastien, tu vas bien ? Bonjour Laurent, ça va très bien, merci pour l'invitation. Et toi, comment vas-tu ? Ben, ça va très bien. Je suis très heureux de vous recevoir, je vous le disais, chers auditeurs, car c'est le dernier épisode de la saison de l'année, qui sortira quelques jours avant Noël, et je vous retrouverai évidemment début janvier pour de nouvelles aventures. Un petit message de service aussi, on a rajouté une petite section à la fin de chacun des enregistrements où on se permet de vous donner quelques nouvelles de Cosa Vostra. Alors des nouvelles, ça peut être intéressant ou pas, mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'on annonce les offres d'emploi, les nouveaux projets qu'on a lancés, ce genre de choses. C'est après le générique de fin, comme ça n'embête personne, mais si ça vous intéresse, ne ratez pas ce petit moment. Bastien, je suis incroyablement content de te recevoir, je vais t'expliquer pourquoi. Il y a un truc que j'adore, c'est la foire de Paris. À la foire de Paris, je traîne des heures et des heures au salon de l'Épine, et on s'est rencontrés il y a 1 an et demi, en mai 2019. Exactement. Et j'avais adoré ton stand. Et à l'époque, je venais de lancer le panier, et je m'étais dit que ce serait cool de recevoir tous ces entrepreneurs qui viennent montrer leurs fesses, tu vois, qui viennent de sortir les doigts au salon à la foire de Paris, ce qui doit pas être évident, mais tu nous raconteras un peu plus en détail dans une seconde. Bien sûr, ouais. Et voilà. Et du coup, je repensais à vous récemment, et il se trouve que tu utilises les services de Sodilog de Jacques Masson, que j'ai reçu récemment dans le panier. C'est un épisode super que je vous invite à écouter, chers auditeurs, et qui a permis cette mise en contact. Bastien, bienvenue sur le panier. Merci Laurent. Comment c'était la foire de Paris ? La foire de Paris, c'était on rentre dans le vif du sujet, puis on reviendra un peu en arrière, mais la foire de Paris, c'est quoi ? C'est une semaine ? C'est à peu près 13 jours. C'est 13 jours exactement de salon, hein, vraiment intense, où on rencontre plein de personnes, de belles personnes, et où on présente justement notre produit, notre innovation. Donc, c'est dur d'être accepté ?
Il faut déposer un dossier. Après, c'est pas forcément dur. Il faut qu'il y ait vraiment une innovation dans le produit qu'on veut présenter justement sur le salon. Et après, on nous valide la possibilité d'avoir un stand. Donc, J'ai toujours énormément. Moi, j'adore ce salon, mais j'ai toujours énormément de respect pour les mecs qui y sont. Il y a toujours ces innovations qui font le tour du monde avec des vendeurs de salons comme on les imagine et qui passent leur journée à clamer leur discours commercial. Et il y a des petits stands plus, je vais pas dire modestes, mais plus humbles, on va dire, comme le vôtre, avec des inventeurs qui viennent présenter leurs inventions. Et je trouve ça vraiment génial. Et je crois que c'est là que j'avais acheté. Ou non, tu sais quoi, je l'avais pas acheté là parce que je m'étais dit que c'était peut-être un peu cher et j'ai dû l'acheter 2 semaines après en fait sur le site en me disant c'est vraiment top. Qu'est-ce que c'est Opi? Alors Opi, c'est la marque de jouets qu'on a créée Ansel et moi, qui est une marque de jouets éducatifs. Et notre premier produit, notre premier jouet qui s'appelle Pix, est un jouet de construction. Qui va développer la concentration et l'imagination des enfants, qui a été conçu vraiment en allant puiser dans le thème de la concentration, les troubles de l'attention et de la concentration, à savoir comment on pouvait développer un produit qui allait aider les jeunes générations, les enfants et pas que, à travailler leur concentration à travers le jeu. Donc notre côté assez innovant aussi, c'est comment on conçoit ces produits. On travaillait justement en alliant le design et l'éducation, avec notre savoir-faire dans le monde du design et la conception de produits. Et on va chercher. Vous avez tous les deux un passé dans le domaine. C'est assez visuel, c'est très esthétique, donc je vous invite à aller voir sur Instagram ou sur le site Opi Toys à quoi ressemble un Pix. Mais en gros, je le décris à ma manière et puis ensuite je te laisserai le faire correctement. Mais c'est des petites planchettes en bois qui ont dans un beau bois qui n'ont jamais la même forme. Il y a des ovales, voilà, des différentes formes. Et sur ces petites planchettes, on vient poser des petits cônes dans un caoutchouc. Je dis caoutchouc, mais c'est un du silicone. C'est du silicone alimentaire, non toxique. Mais c'est exactement ça. On a plusieurs formes de planchettes en bois. On a 11 formes différentes et on a 3 tailles de cônes de 3 couleurs différentes. C'est très très coloré, c'est assez visuel et le but c'est, alors moi je joue de deux manières différentes, j'imagine que c'est les principales, mais soit on empile les planchettes et les cônes et comme les petits cônes n'ont pas la même taille, ça fait des planchettes qui sont pas forcément parallèles, c'est assez drôle puisqu'il faut trouver un équilibre et arriver à représenter une figure qu'on a tirée sur une carte qui vient avec les pics. Soit pour ma petite qui a 3 ans et demi, mais quand on a commencé à jouer elle avait 2 ans et demi du coup, on reproduit à plat, donc en 2D si on peut dire, mais à plat des figures avec ces planchettes qui peuvent avoir la forme d'un visage, les petits cônes qui vont faire les yeux, le gros cône qui va faire la bouche. C'est très très ludique et surtout c'est l'histoire qui est derrière qui est hyper intéressante et on va y venir. Quelle est la genèse? Toi, tu m'as dit que tu avais 35 ans, ton frère à quel âge? 35 ans. Et Ansel en a 32. 32, qu'est-ce qui vous a pris? Pourquoi c'est de l'entrepreneuriat? Non, c'est avant tout c'est une aventure humaine aussi parce que la genèse du projet vient aussi de notre histoire personnelle, notamment celle d'Ansel. Alors il a suivi un cursus d'étudiant en design de produits dans 2 universités, mais avant ça, Ansel lui a été malade quand il était plus jeune, à l'âge de 9 ans, pendant une dizaine d'années, et il a eu une maladie orpheline. Qu'est-ce que c'est une maladie orpheline? Il a eu une maladie orpheline qui est la maladie de Gorham, c'est-à-dire que c'était une maladie qui à l'époque n'était pas vraiment identifiée, on savait pas trop d'où ça venait. Et au fur et à mesure des recherches, en fait, Ansel a dû partir tout jeune, à l'âge de 10 ans, parce qu'il ne pouvait pas se faire soigner en France. Donc, il est parti aux États-Unis, chercher à Boston, voir des médecins spécialisés dans ce type de maladie. Et on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de traitement en Europe. Il y avait un traitement américain, mais qui ne pouvait pas être suivi, en France. Et il y avait une partie en Espagne qui pouvait justement accueillir ce traitement et pouvant accueillir aussi Ansel. Et en fait, il a fait beaucoup de séjours dans des hôpitaux, dans des centres, et c'est vrai que les centres, là où finalement il y avait le meilleur
les meilleurs souvenirs, c'est les centres où il y avait des enfants. Il a été mis avec des enfants qui avaient des cancers aussi, et il y avait des activités qui étaient mises en place, qui étaient à travers le jeu, avec des accompagnants, qui étaient liés au divertissement. Et c'est vrai qu'Ansel, les meilleurs souvenirs qu'il a, c'était dans ces moments-là où, au final, l'échappatoire, c'était le moment de jeu. Et donc voilà, et il s'est fait guérir en Espagne. Et c'est comme ça Donc, ils qu'il ont a à réussi à travers. trouver une méthode de guérison ou Voilà, c'est ça, à travers un traitement, pardon. le jeu finalement, et Ok. la méthode de guérison effectivement, qui vient des États-Unis, pouvait être a pu être mise en place en Espagne, et il a suivi voilà, le traitement pendant plusieurs années en Espagne, et par la suite, quand il a commencé justement à rentrer dans des études concrètes, il est rentré dans une école de design à Barcelone. Alors, Et, je pour revenir un peu en arrière, cette maladie était handicapante? alors cette maladie n'était pas handicapante, enfin indirectement elle l'était parce qu'il ne pouvait pas suivre des activités sportives ou extrêmes entre guillemets comme tous les jeunes de cet âge-là, mais parce que alors la maladie c'est en fait c'est des trous qui se créent dans les os et qui fragilisent justement le squelette, et qui peut Donc, pas de justement. sport extrême, quoi. Voilà, exactement. Donc, Ok. qu'est-ce qui s'est passé? Ben, la plupart du temps, nos activités, c'était le jeu, le jouet. On créait, on inventait, on créait nos propres jouets. On jouait à tous les types de jeux de construction qui existaient. Et c'est là la base, en fait. C'est qu'on s'est rendu compte que c'était un énorme échappatoire de jouer, et qui a une importance immense dans le développement des enfants à travers le jeu. Et Ansel l'a très vite compris en commençant des études de designer. Et c'est Ok. comme ça qu'il s'est dit, ben, je vais me spécialiser dans le jouet, dans le jeu, et aller pousser justement ce concept de développement. D'accord. Et, et du coup, vous retrouvez et décidez de lancer Opi et les Pix. Voilà, c'est ça. C'est Ansel poursuit son cursus, va suivre une école de design à Lausanne qui s'appelle ECAL, et c'est là voilà, il m'en parle, il me dit voilà, j'ai ça, j'ai un projet, j'ai ce type de jouet, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, on en discute, on passe des soirées à imaginer comment on pouvait concevoir cette marque, et au fur et à mesure, ben, on pousse des prototypes, on découpe des planchettes, on fait faire des prototypes de cônes, et on se retrouve début 2018 avec un prototype. Attends, raconte-moi cette étape. Comment est-ce que vous faites les prototypes? Ça se Alors trouve pas partout du silicone alimentaire, si, je sais non, pas. non, Est-ce non, que ça se trouve pas partout. Alors les premiers prototypes n'ont pas été faits en silicone alimentaire. Alors après, on allait un peu à droite à gauche dans différents Fab Labs, et c'est comme ça qu'on a on n'a avec pas des Fab Labs, ouais. et Ça, ce sera après Noël. Donc vous alliez dans des Fab Labs, pardon. exactement, oui, oui. Et c'est comme ça. Alors on a commencé à mouler nous-mêmes les premiers prototypes, à découper les planchettes. Et après, une fois qu'on avait ces premiers prototypes faits un peu par nous-mêmes dans toutes ces étapes, on a commencé à envoyer quelques échantillons chez quelques industriels pour des prototypes un peu plus aboutis. Et voilà, donc début 2018, on a ces premiers prototypes, et on se dit qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On a l'image d'une marque, on sait ce qu'on veut véhiculer, on sait ce qu'on veut transmettre, on a un premier produit. Euh, Comment on fait? Et là, on décide de créer une entreprise avec Alors, les attends, pardon, valeurs. vous aviez un produit ou un prototype à ce moment-là? Un prototype, un Mais prototype. donc dans les matériaux qui étaient les matériaux finaux? Oui, dans les matériaux finaux. Oui, oui, Ok. oui, oui. Quand on a passé l'étape de prototype fait par nous-mêmes, on a été voir ces industriels, on a financé avec notre argent, hein, avec nos Beaucoup de propres deniers, fonds, ouais. les premiers moules qu'on a fait faire, et ça nous a permis d'avoir un premier prototype totalement abouti en enfin première série entre guillemets, et c'est cette étape-là qui a été déclencheur. Et là, on est début 2018. On est début 2018. Oui. Mais du coup, est-ce que vous avez fait intervenir des
spécialiste de l'éducation, de la Oui, oui. motricité, j'en sais rien. Oui, oui, bien sûr, c'est aussi tout le côté innovant de notre marque en fait, c'est que on travaille avec un board de spécialistes. Alors je dis board, mais c'est une équipe hein, finalement et avec qui on est en échange assez régulièrement, des pédopsychiatres, ergothérapeutes, des professeurs d'école, conseillers pédagogiques. Et en fait, nous, la conception de nos produits, notamment Pix, on n'a pas dit on fait un produit puis on verra à quoi il va servir. Non, au contraire, on s'est dédié, on s'est renseigné, on s'est plongé dans un thème qui est la concentration, les troubles de la concentration et de l'attention. Et on a vu les professionnels, donc ces spécialistes-là, on a échangé, on a essayé de comprendre quels étaient les besoins des enfants pour développer un produit qui aiderait ces enfants au développement au quotidien et à travers le jeu. Et notamment les problèmes de concentration sont très liés aujourd'hui. On parle beaucoup des écrans et on s'est dit comment on peut développer quelque chose qui vont retirer un peu ou décrocher un peu les enfants des écrans, favoriser leur développement de concentration, de la motricité. Il y a l'estime de soi. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Quand on regarde les études qui sortent un peu, on sait que en moyenne, les enfants regardent 4h11 les écrans sur une journée. C'est 1 heure de plus qu'il y a 10 ans. C'est Alors, énorme, c'est énorme. ça m'étonne pas que ce soit une heure de plus qu'il y a 10 ans où il n'y avait pas de smartphone, ou à peine. Mais 4 heures par jour, ça me semble énorme. Ça, c'est en France? Non, c'est l'étude au niveau monde. Ouais, c'est l'étude canadienne qui a un peu pris les statistiques niveau mondial. Ouais. Ouais. Non, c'est impressionnant. Puis il y a des courbes qui sont très significatives. On voit plus les enfants sont sur des écrans et plus il y a des échecs scolaires, sociaux. C'est assez difficile. Donc c'est vrai que quand on a commencé à avoir tous ces curseurs un peu difficiles à entendre, on s'est dit il faut trouver une solution, il faut travailler avec les bonnes personnes pour faire en sorte que justement les enfants passent plus de temps à des jeux un peu plus traditionnels, à manipuler, à travailler la logique, et justement voilà, à être un peu plus dans le jeu tangible entre guillemets. J'entends. Est-ce que vous avez des enfants? J'ai un fils de 12 ans. Ok. Il est fan? Tu vas pas me dire non. Ah oui, oui, si, oui, si, il a énormément joué. Donc, début 2018, c'est ça? Vous avez le prototype. Enfin, c'est pas un prototype. Vous avez un produit. On a un produit fini. On a vraiment un produit fini prêt à être lancé en production. Oui. Et là, on est en 2018, hein, c'est bien On ça? est en 2018. On est en Ok. 2018. Qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? À ce moment-là, on se dit, alors nous, on vient pas du secteur du jouet, on n'a pas une expérience de l'entrepreneuriat entre guillemets, et on se dit comment on va toucher le maximum de monde, comment on va se faire connaître et comment on peut tester le produit sur le marché. Et tout le monde connaît les financements participatifs, et on s'est dit bon ben on va lancer une campagne de crowdfunding pour voir si justement le produit est accueilli par les consommateurs, s'il y a sa place sur le marché, si on peut justement prétendre à faire un lancement de ce produit-là. Donc, Vous êtes issu d'un milieu entrepreneurial? Famille, amis? alors, alors si notre père a pas mal été entrepreneur, il est commercial et après non, on n'a pas vraiment, on n'est pas trop, on n'a pas trop été baigné dans le monde à proprement dit entrepreneur. Non, 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 non. Je te pose la question pour la raison suivante, c'est que quand on baigne dans ce milieu, c'est des concepts qui sont assez faciles à aborder, à appréhender, à lancer. Vous, du coup, vous tâtonnez. Sur quelle campagne vous lancez votre crowdfunding? On l'a lancé sur Kickstarter. Pour quelle raison? C'était alors Ansel était très connecté et il l'est toujours au niveau international dû à ses études, notamment à ECAL. Okay. Il a un réseau un petit peu partout dans le monde et on s'est dit si on veut toucher le maximum de personnes, on va essayer de faire. Alors Kickstarter est connu pour toucher beaucoup aux États-Unis, mais aussi au niveau très 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 international finalement. Contrairement à Ulule qui est peut-être plus au niveau France. Et naïvement, on s'est dit bon, on va le faire sur Kickstarter
on envoie et on va voir ce que ça va donner. Donc c'est pour ça qu'on a fait ce choix. Quand est-ce qu'elle se lance, la campagne? Elle se lance en septembre 2018. En septembre 2018. Et alors, comment est-ce qu'elle se passe? Alors c'était très intense, très intéressant, très excitant. On lance la campagne donc avec un objectif de 20 000 euros. Pourquoi 20 000? 20 000 euros, c'était l'objectif qui nous permettait de lancer une production d'à peu près 1000 jouets. Et on s'est dit voilà, on lance. Alors on a mis un objectif qui est très très haut quand on connaît pas les crowdfunding et quand on n'a pas de réseau. On s'en est rendu compte à la fin. On a eu de la chance. Après, on a atteint la campagne à 150%. On a fait 32 000 euros sur cette campagne. Et c'est à la fin où on s'est dit waouh, on a eu du culot de lancer un objectif à 20 000 parce que ça aurait très bien pu ne pas y accéder. Donc et la campagne, elle se passe pendant 40 jours et là, c'est très intense et on se rend compte très très vite que si on veut toucher des contributeurs, il nous faut être visible. Et là, on déclenche la décision de faire le maximum de salons. Donc, on fait quelques salons. Attends, tu fais des salons en parallèle de ta campagne? De la campagne, exactement. Et du coup, on prenait sur les salons en direct, on prenait des précommandes, donc des contributeurs sur place. On avait mis tu t'es rendu compte pendant la campagne que ce serait bien de faire des salons? Exactement. Mais Oui. d'accord, c'est-à-dire qu'en 40 jours, enfin, faut réagir rapidement. On a essayé de réagir le plus vite possible. Et quelque chose d'assez fou, c'est qu'il y avait le concours Lépine, la toute première édition à Montpellier, sur la fin de notre crowdfunding, donc dans les 15 derniers jours. Et au tout début du crowdfunding, on s'est vite inscrit, on est vite parti justement sur la fin pour partir justement sur le salon. Et c'est ce qui a donné l'accès à l'objectif, et c'est ce qui nous a fait prendre 50% de plus sur la fin de notre campagne. Donc en septembre 2018, vous lancez la campagne de crowdfunding sur Kickstarter avec un objectif de 20 000 euros qui vous permet de lancer une première production. J'imagine que c'est donc le minimum demandé par la manufacture, l'industriel qui vous accompagne. C'est ça. Attends, juste une question. Les planchettes et les cônes sont faits par le même producteur? Non. Alors, oui, j'allais le dire. Ok. Non. Au tout début, donc, quand on a lancé notre toute première production, notre souhait c'était d'être made in France, et ça l'est toujours. Et quand on a eu nos premiers fonds après le crowdfunding, on a été tapé à tous les industriels, aux portes de tous les industriels en France. Et ça a été très compliqué de rentrer en contact avec eux, d'être écouté ou d'être pris au sérieux quand on est une jeune marque, quand on a un crowdfunding qui vient juste d'être terminé, et quand on a réussi à être écouté par certains qui nous ont passé les premiers devis, ça a pas du tout matché. Ou alors Pix aurait dû être vendu 200 euros. Et on peut pas faire un produit de luxe en voulant aider les enfants à 200 euros. Donc non. On n'a pas abordé, mais puisque tu en parles, les prix, c'est... Alors Pix, le prix de départ est à 29,90 et on a plusieurs kits en fait. On a un petit, un moyen, un grand. Donc ça fait plus ou moins de planchettes et de cônes. Exactement. C'est simplement une multiplication des pièces à l'intérieur qui fait la différence entre chaque kit. Et on a un très gros kit qui fait 128 pièces, qui est lui dédié au secteur éducatif, les écoles, les centres pour enfants. Ok. Et on peut racheter, après je referme la parenthèse, mais on peut racheter des nouvelles, comment on appelle Exactement. ça, les cartes? Exactement, on a des petites cartes qui sont additionnelles en fait au jeu, parce que Pix en lui-même, c'est la première des règles, c'est le jeu libre. Les enfants font ce qu'ils veulent, ils font appel à leur créativité, à leur concentration. Enfin, ils partent un peu dans tout leur imaginaire de construction. Et on a des cartes qui viennent un petit peu donner un petit coup de pouce pour des enfants qui vont avoir besoin d'idées de création ou d'imagination. Donc on a des cartes qui vont permettre aux enfants de reproduire des crocodiles, des grenouilles, des montagnes, des fusées. Et ça les aide pas mal dans un premier temps pour se lancer dans des constructions. Et c'est aussi une aide, c'est un peu des cartes pédagogiques entre guillemets, parce que les enfants vont permettre à travers ces cartes-là
vont pouvoir travailler l'apprentissage des couleurs, apprendre à compter, à décompter, la reconnaissance des formes sur les planchettes. Il y a plein de choses. L'occupation des pièces dans un espace, le repère visuel, visio spatial. Donc il y a plein de petits points à travers ces cartes qui vont permettre de travailler toutes les compétences des enfants en fait. Je referme cette très très longue parenthèse pour revenir à ce que je disais avant. Donc, en septembre, vous lancez la campagne de crowdfunding, vous visez 20 000 euros parce que c'est ce qu'il faut pour lancer la production. On reviendra sur la prod un peu plus tard. Et en cours de route, vous vous rendez compte que c'est pas si simple que ça d'atteindre un objectif. Donc, vous décidez d'activer les réseaux et de participer à des salons. Exactement. On en était là. Et ça, enfin, ça m'étonne, pardon, mais un salon, ça se prépare longtemps à l'avance. Enfin, longtemps. Un salon, ça se prépare longtemps à l'avance. Après, on a eu la chance que le concours Lépine se fasse à Montpellier cette fois-là. Donc, la gestion, la logistique était assez souple. Et après, en toute transparence, hein, le stand qu'on avait faisait 4 mètres carrés. Donc, il n'y avait pas grand-chose à préparer, si ce n'est que un support pour mettre un ordinateur pour prendre les précommandes et une table avec le prototype abouti, le premier produit, pour faire des démonstrations avec les enfants. Donc après, c'était des affiches et fini. Donc ça s'est très très vite organisé. Très bien. Combien de commandes sur le salon? Tu te souviens? On a pris sur le Kickstarter dans sa totalité nous a permis de faire à peu près 400 précommandes et sur le salon on a quasiment fait la moitié. La moitié de l'ensemble des précommandes ont été faites sur le salon. C'est ça, quasiment 250 commandes sur le salon. Ok. La campagne se termine, on est donc septembre, octobre, fin octobre, c'est ça, début novembre? Elle se termine fin octobre. Ok. Vous avez donc une campagne réussie sur Kickstarter, vous avez des fonds pour pouvoir lancer des productions. À ce moment-là, vous pouvez aller voir ces industriels ou ces manufactures pour lancer effectivement les commandes. Exactement. Et là, on se dit bon, difficile de fabriquer en France. Du coup, on rentre en contact dès que le Kickstarter se termine, dès qu'on sait qu'on peut y aller. Alors là, c'est des nuits, des jours entiers à écrire des mails à des industriels. Et là, on rencontre, on a l'opportunité de rencontrer un industriel qui est en Pologne. Donc, on part le lendemain en Pologne. On rencontre un producteur qui étaient aussi deux frères et qui développent des jouets en bois et c'est là où on a commencé à produire avec eux. Ils utilisaient ils utilisent toujours du bois de qualité. Alors c'était du frêne au tout départ et donc on lance avec eux une première production. On a fait 1000 jouets. Et pour tout ce qui était injection pour les cônes en silicone, Ansel, lui, avant de se lancer dans l'aventure OPI, a fait 1 an à Hong Kong. Il était prof assistant dans une école de design et avait les contacts justement d'industriels en injection. Et donc après plusieurs visites, les moules qu'on avait produits pour les premiers prototypes étaient justement là-bas. Et on a lancé pareil 1000 jouets sur la fabrication des cônes. Donc deux fournisseurs et toutes les impressions se faisaient en France, surtout les packaging, les livrets, les cartes. Et nous on réceptionnait ça de ces différents fournisseurs, on réceptionnait tout ça dans nos bureaux et on faisait l'assemblage nous-mêmes à Montpellier. Donc ça c'est les premières étapes de production et de lancement de Pix. Ok. Et le résultat entre ces deux productions, entre ces deux producteurs? Le résultat, c'est que alors là, on a été notre première production, on s'en souviendra toute notre vie. Ça a été une aventure totalement folle et très satisfaisante. On a été très contents. Donc on avait 40 jours pour livrer nos premiers contributeurs. 40 jours, on avait 4 mois pour livrer nos premiers contributeurs. Les 400, tu m'as dit 400 commandes, hein, c'est ça? C'est ça, les 400 commandes. Ouais. On avait mis une date à février pour les livraisons. On a réussi à tenir notre engagement. On a livré tout le monde le première semaine de février. On avait tout conditionné, on avait tout préparé, on a tout expédié. Et on a même fait des livraisons par nous-mêmes parce qu'au début la trésorerie commençait à être faible. Donc c'est vrai, ouais. on fait par nos propres moyens.
Et donc voilà, on a fabriqué 1000 jouets, donc quasiment 500 sont partis avec les contributeurs de Kickstarter, et nous voilà en février 2019 avec 500 jouets en plus qu'on avait en défi de commercialiser. 500 jouets, donc une valeur marchande facial client final 20 x 20 de 40 000. À peu près, c'est ça. Ouais. Ok. Génial. Donc là, on est en février 2019. Vous avez livré vos premiers clients Kickstarter. La R&D a été faite l'année précédente avec tu as dit, un board de spécialistes. C'était intéressant. Et qui vous a permis de faire le prototype. La campagne Kickstarter est faite. Vous avez la production possible. Vous produisez du coup à ce moment-là entre la Pologne et la Chine. Et la Chine. Ok. Et toujours sur des petits patchs, quoi. On a envoyé cette production de 1000 jouets, 500 qu'il nous en reste, et 500 à vendre, quoi. Donc l'aventure de devoir les vendre. L'aventure de devoir les vendre, et surtout ensuite de devoir recommander les suivants. Ça, c'est vrai, exactement. Cette première année, donc l'année 2019, l'année dernière, vous allez faire au final 120 000 euros de chiffre d'affaires. Exactement. Et l'année 2 qui est en train de se terminer, vous aviez un objectif de 400 où vous êtes arrivé finalement à 500, donc plus de 25% de dépassement par rapport au prévisionnel. C'est une belle croissance, c'est un x4. Et je suis très impatient, ça va être la deuxième partie de cet entretien, de savoir comment vous avez fait. Donc vous distribuez, je fais le tableau d'ensemble et ensuite on rentre dans le détail. Ouais. Et vous distribuez via votre site internet qui est un site e-commerce, et donc ça a commencé en février 2019, et depuis septembre 2019, ou quelques mois plus tard, en B2B. Exactement. Vous participez également à des salons, c'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés, et donc j'aimerais maintenant que tu me racontes qu'est-ce qui se passe depuis février 2019. D'abord sur le plan des salons, puisque c'est quelques mois après qu'on s'est rencontrés. Vous en faites beaucoup ? Alors la première année, effectivement, 2019, on fait beaucoup de salons parce que voilà, nous on vient pas du secteur du jouet, c'est notre première expérience entrepreneuriale, et il faut être visible. Donc on sort notre site internet en février, entre février et avril 2019. Notre premier site qui était vraiment un site de première prise de commande, rien de poussé. Et on se dit on doit faire pas mal de salons, donc on se dit Concours Lépine à Paris. On participe à Concours Lépine, donc on avait ces 500 kits à vendre. On participe à Concours Lépine Paris, et là on part pour 13 jours de salon où là où on s'est rencontrés. Combien ça coûte ? Alors le Concours Lépine à Paris, combien ça coûte ? Si on prend la totalité entre le déplacement, la gestion, on est aux alentours de 4 000 euros à peu près sur le 3 000 euros pour le stand, le déplacement, évidemment pas le stock. Et vous étiez, je me souviens plus, vous étiez 2, 3 sur le stand ? On était 2 sur le stand. Donc ton frère et toi, Ansel et toi. Exactement, Ansel et moi. Ok. Et vous vendez combien ? Et on ne prend pas assez de stock. Ah, génial. On ne prend pas assez de stock. En fait, ça c'est un peu l'aventure de notre première année, c'est qu'on a connu beaucoup de ruptures. Et là, c'est vrai qu'on part sur le stand du Concours Lépine. On prend 150 kits. Oui, c'est ça. On prend 150 kits, et en plus on part avec 150 kits et on se dit on en a beaucoup trop. Et en fait non. On arrive le dernier week-end, le week-end le plus important, on n'avait plus de kits sur place. Donc on prenait des commandes sur bon de commande qu'on a expédié quand on revenait. Quand on avait du stock à Montpellier ? On avait un peu de stock à Montpellier. Oui, on a eu un peu de stock à Montpellier. Ça doit être incroyablement frustrant d'être à la foire de Paris. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à l'époque où on avait le droit de se coller les uns les autres. Ouais. Il y a des milliers de personnes sur quelques halls, et je dis des milliers, ça doit être des dizaines de milliers. Il y a incroyable, il y a énormément de monde. D'avoir un tel foot trafic, comme on dit, un tel passage sur ton stand et pas de stock. Pourquoi vous n'avez pas fait venir en urgence en train C'était au niveau logistique, c'était pas possible. C'était pas possible, c'était trop de frais, c'était trop de gestion, et on était que 2, donc la seule décision qu'on a pu prendre, c'était de prendre des commandes sur place et d'expédier les kits une fois de retour à Montpellier. Et c'est ce qu'on a fait, et retour à Montpellier,
direction La Poste, le site internet qui s'est un peu enflammé et en fait on a très vite vendu les 500 kits qu'on devait vendre et là on connaît notre première rupture de stock officielle, Quel est très ton délai frustré. de livraison et entre le moment où tu passes commande à tes prestats et le moment où tu reçois les pics, il se passe combien de temps? Alors avant, quand on a à l'époque, c'était il y a pas si longtemps, mais on était sur à peu près un mois et demi entre le moment où on lance la production, le moment que c'est produit, le moment où les fournisseurs nous livrent, et après on avait une bonne semaine où on faisait l'assemblage et après la livraison. Ok. Donc du coup on reste tout ce temps-là pendant sans stock et Et est-ce qu'il y a eu d'autres effets de la foire de Paris en dehors de la foire? Tu vois, est-ce qu'il y a des retombées presse? Est-ce qu'il y a des si journalistes qui passent? Est-ce que qui passe à la foire? Est-ce qu'il y a des partenaires? Si, il y a alors les retombées presse, évidemment, on rencontre pas mal de journalistes, il y a des articles qui tombent. C'était notre deuxième médaille d'or d'ailleurs. On a décroché la médaille d'or au concours Lépine la première fois pendant le crowdfunding à Montpellier À Montpellier, et ouais. cette deuxième à Paris. Donc forcément, on a eu quelques journalistes qui ont été intéressés et tout ça, ça nous a permis de rentrer dans un écosystème qu'on ne connaissait pas vraiment dans tout ce qui était l'univers des startups. Et c'est comme ça sur 2019 en fait où on a rencontré des personnes qui nous ont accompagnés. On a été accompagnés par tout l'écosystème de Montpellier, des incubateurs. Ensuite, on a été aidé par la région de Montpellier aussi, Occitanie, avec des subventions. En fait, tout ce cheminement nous a permis de nous rendre visibles et aussi crédible. Donc on fait un jouet, mais c'est un jouet qui a été pensé et c'est comme ça qu'on a attiré les regards et que justement on s'est un peu démarqué de tout autre produit entre guillemets dans le secteur du jouet. Je fais une petite parenthèse pour dire que j'avais rencontré plusieurs autres créateurs lors de ce même salon, dont un couple qui a transformé une entreprise familiale de papier peint en un papier peint, tu sais, comment dire, aimanté, sur lequel on peut poser des aimants, un truc vraiment ludique et sympa et joli pour les gamins. Depuis 1 an, je lui propose de venir sur le podcast. Si elle m'écoute, son nom m'échappe, mais si elle m'écoute, je suis impatient de la recevoir. Donc ça, c'est en mai, c'est le concours Lépine, le salon, pardon, la foire de Paris. Vous êtes sur le hall Lépine. Vous avez lancé le site entre février et avril. Tu me dis que le site prend les commandes, enfin chauffe à cette période. Oui. Vous produisez, donc tu es en rupture de stock à la fin du salon. Tu as un mois et demi de réappro. Entre temps, tu continues de prendre les commandes. Vous continuez de produire entre la Pologne et l'Asie? En fait, on continue à produire entre la Pologne et l'Asie sur des petites quantités parce que forcément on était en flux tendu un peu de trésorerie. À chaque fois, on vend, on récupère et on réinvestit dans de la production. Et on continue et c'est vrai que on se rend compte très très vite que on peut pas continuer de cette façon en fait parce que les marges ne sont pas confortables pour entrer dans un réseau B2B et on pouvait pas se contenter que du B2C parce qu'on commençait à avoir des demandes par des revendeurs de jouets, des distributeurs et notamment on a été contacté par suite à la réussite du crowdfunding par Nature Découverte qui nous ont repéré sur le crowdfunding et qui nous ont appelé quand on a lancé aussi notre première commercialisation et on a commencé. Attends, donc c'était en septembre, donc ils vous ont remarqué entre septembre et octobre 2018. Exactement. Mais ils vous rappellent 6 mois plus tard. Exactement, ils nous rappellent Okay. 6 mois plus tard, en nous disant on vous a repéré, on aimerait peut-être faire des choses ensemble, et on a commencé à proposer le Pix sur leur site en marketplace de Nature et Découverte, et par la suite que en digital, pas dans les boutiques. Non, seulement sur le digital. Ouais. Et ils nous ont dit on fait
le concours tremplin en fait pour les startups. Pourquoi vous déposerez pas justement un dossier et vous voilà pour Pix, voilà ce qu'on a fait, et on a pitché. Alors ça c'est un peu plus tard dans la chronologie, mais en octobre 2019, face justement à Monsieur Le Marchand, donc le PDG de Nature Découverte, et à toute son équipe, justement pour le concours tremplin. Génial. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est Luni qui était passé aussi au concours tremplin de. Oui, il y a Luni. Vas-y, oui, il y a pardon. Luni et Morphée aussi. Et Morphée qui avait Oui. pitché aussi, enfin, qui avait présenté Exactement. aussi. Cher monsieur, madame Nature et Découverte, je serais très heureux de vous recevoir sur le podcast parce que je réalise que, enfin, je réalise pas, j'en ai conscience depuis longtemps, que très souvent dans les entrepreneurs e-commerçants ou commerçants qui font du produit ont connu une belle accélération grâce à vous. Donc, un conseil peut-être que je peux donner ou qu'on peut donner à tous ceux qui ont des produits innovants, originaux, et qui trouveraient leur place dans le catalogue de Nature Découverte, c'est d'essayer de les contacter. Je pense que c'est un bel accélérateur. Je fais une parenthèse encore parce que j'aime bien les parenthèses et j'en fais beaucoup aujourd'hui, désolé. Mais j'étais il y a quelques jours chez Nature et Découverte justement dans une boutique et j'étais à côté de la caisse, c'était du click and collect et j'entendais la caissière, enfin une caissière qui s'énervait contre un de ses collaborateurs en disant mais ramène-moi des Morphées, je n'en ai plus. Si Morphée, il y en a plus, mais comme si c'était pas la première fois. Donc je pense que ça va être une bonne année pour Morphée, c'est tout ce que je leur souhaite. Attends, je reviens un temps en arrière. Si tu peux prendre un peu de recul, un peu de hauteur, quel conseil tu te donnerais avant d'aller à la foire de Paris? Un conseil avant d'aller à la apprentissage, ton insight, qu'est-ce que tu peux nous partager? Je dirais déjà prendre plus de stock. Ouais. et non, après j'aurais pas vraiment de conseils. Je me dirais qu'on a certainement pris les bonnes décisions en rentrant directement sur ce type de salon et pour se rendre visible au maximum. Et un des conseils que Ansel et moi on peut donner, c'est faut se rendre visible au maximum, et ce type de salon c'est parfait, surtout quand on veut tester un produit. Nous on était là en pré-amorçage de commercialisation, et la meilleure façon c'était directement d'être avec le consommateur final, les enfants qui viennent sur le stand, qui jouent, qui parlent, et c'est là où on voit que ça prend, et on se rend compte qu'effectivement le produit a sa place dans le marché des jouets qui est très très compétitif, et voir qu'il y a ce résultat là, c'est juste très motivant pour continuer davantage dans l'aventure. Donc le conseil c'est ça, je pense qu'il faut pas hésiter, c'est faut foncer en fait, faut foncer. Hyper intéressant. On ne le répète pas assez, mais pour trouver son product market fit, ou arriver à optimiser son produit pour qu'il réponde vraiment à un besoin utilisateur, il faut faire des tests, avoir du feedback, le mettre entre les mains des clients. Et quel meilleur accélérateur pour le faire qu'un salon où on va croiser des centaines de personnes qui vont le prendre en main, qui ont en plus pas forcément d'affinité avec vous, donc qui peuvent, j'imagine, se désintéresser, repartir, faire des commentaires qui sont certainement riches. C'est un bel insight en tout cas. Non, c'est clair. Ouais. On revient fast forward. Donc, vous participez au concours tremplin de Nature et Découverte, et du coup, Nature et Découverte, vos références? On participe au concours tremplin qu'on décroche, et effectivement on rentre dans les conversations. Donc là c'est pour 2020, sur une première phase de référencement dans leur boutique physique. Oui. Après avoir été testé sur la marketplace de Nature et Découverte. Exactement. Les résultats étaient suffisamment bons pour qu'on aille plus loin, et c'est ce qu'on a fait. Et, 2020, on est référencé dans une vingtaine de boutiques Nature et Découverte, et ça se passe très bien. C'est aussi à cette époque, donc là on est fin 2019, que vous décidez de prendre ce virage B2B. Exactement. Enfin, ce virage, de rajouter, disons, la distribution B2B. Exactement. À votre distribution B2C uniquement. Alors je le redis, mais cet épisode avec Jacques était vraiment intéressant, Jacques Masson de Sodilog, où l'un des insights était justement, l'un des apprentissages ou des conseils, disons, était justement de
ne pas sous-estimer la puissance du B2B. Forcément, quand Nature et Découverte te passe commande, hein, c'est pas un pack de pics comme ce serait sur ton site non, particulier, exactement. mais des centaines et potentiellement du réa pro assez régulier, quoi. Du coup, vous distribuez où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on est distribué. Alors, on a réussi à décrocher tous nos prospects cibles. On est chez Oxybul, on est chez Nature Découverte forcément. On est sur quelques magasins Cultura et sur le site en ligne de Cultura. On est chez l'enseigne Bonhomme de Bois, qui est un revendeur vraiment dédié dans le jouet de qualité. Et donc voilà, on est aussi sur le site de la Fnac depuis peu. Donc petit à petit, on commence à rentrer avec des acteurs qui sont très très importants, et on est très content de la tournure que ça prend. Ça se passe plutôt même très bien. Donc c'est très positif pour 2021. Formidable, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. La Fnac, Cultura, Bonhomme de Bois, Oxybul, Nature et Découverte. Et tout ça, c'est pour le B2B. Et en B2C, du coup, vous êtes sur votre site. Est-ce que vous êtes ailleurs ? Non, on est seulement sur notre site. Non. Est-ce que vous avez testé d'autres plateformes ? Je vois des pics dans Amazon, hein, sur Amazon. Hein. Alors ça, c'est pas nous directement, ce sont des revendeurs. Et effectivement, on n'est pas sur Amazon nous directement. Alors ça fait partie de longs débats avec Ansel et mais quels sont les arguments pour et contre ? ça reste quand même un débat à ne pas négliger, parce que on veut pas. Alors on se bat au quotidien pour essayer de retirer les ventes qui se font à travers Amazon de Pix. Alors il y a des revendeurs avec qui on est un peu d'accord, qui respectent les tarifs, et il y en a d'autres un peu moins. Donc après, quand on commence à rentrer dans un cercle de distribution, c'est toujours les risques qui y sont. Donc ça fait partie du quotidien, mais c'est vrai qu'on n'a pas voulu nous aller directement sur Amazon pour ne pas pour respecter nos clients, en fait, nos petits revendeurs, nos revendeurs et nos distributeurs, en fait, pour pas faire on va dire de concurrence indirecte. Mais bon, ça reste toujours en suspens, à savoir s'il faut pas forcément peut-être y être pour maîtriser peut-être les ventes qui se font sur Amazon. Donc à voir pour 2021 comment on peut mettre une stratégie en place sur les marketplaces pour ne pas se faire dépasser, parce que ça va très très vite, et notamment avec le digital qui explose aujourd'hui avec la situation qu'on connaît. Donc on va essayer de trouver les meilleures solutions pour respecter nos clients, en fait, au maximum. J'entends. Quelle est la part du B2B par rapport au B2C ? Alors cette année, on va dire que le B2C, c'est à peu près 15%. C'est à peu près 15% de notre chiffre d'affaires. Et c'est vrai que la bascule c'est vite faite à partir du moment où on a ouvert le B2B. Alors le B2B aujourd'hui, on le scinde un peu en deux parties. On a la partie distribution qui se situe à l'international, c'est 45% du chiffre à peu près, et les revendeurs comme Nature et Découverte et tous ces acteurs, c'est 40%. Attends, j'ai pas compris. 45% c'est l'international ? À peu près, notre distributeur, ouais. Alors c'est bien, parce que c'était le sujet suivant. À partir de quand vous lancez l'international ? Alors ça démarre en septembre 2019. Premier salon B2B Maison Objet à Paris. Et c'est là où on s'est rendu compte que le premier trimestre de l'année où on fait du B2C, il nous faut vite basculer, en fait, parce qu'on a ces demandes. Et on se dit, allez, on va à Maison Objet, on montre le produit. Après l'avoir montré au consommateur final, on le montre à des clients plus importants qui peuvent l'acheter et le revendre. Et on fait Maison Objet à Paris. Et là, on commence à rencontrer, c'est là où on a rencontré justement l'acheteuse de Oxybul. On a rencontré les acheteurs aussi du Centre Pompidou, de Sorams, enfin de plusieurs petits groupes. Et là, on se dit, et des Japonais, beaucoup de Japonais. Les Japonais adorent l'univers de Pix, les couleurs, l'équilibre. Enfin, il y a quelque chose chez eux qui se fait ressentir. Et ça m'étonne pas, c'est très zen, c'est très joli, c'est des couleurs vives mais en même temps douces. C'est un peu japanisant dans l'approche, donc ça ne m'étonne pas. Et du coup, vous rencontrez un distributeur
japonais à Maison et Objets? On rencontre plusieurs acteurs qui distribuent au Japon, et on est surpris de voir qu'il y a beaucoup d'acteurs japonais qui y sont intéressés. Après le Japon, pour nous c'était une autre dimension quoi, et on n'était pas prêt. On s'est dit non, on peut pas quoi. Donc on a pris les contacts, on a pris les cartes, et on a plus continué en se centrant plus sur l'Europe. Attends, qu'est-ce qui te fait dire que t'es pas prêt? C'est affreux. J'entends totalement, mais Oui. j'ai ma fibre d'optimiste qui me dit si le Japon en veut, je vais me débrouiller, je vais le randonner. Oui, c'est ça. Mais le problème, c'est que il nous faut produire, il nous faut de la trésorerie, il faut produire, il faut être un peu plus solide sur la gestion des imports, des exports. Enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte. Et on s'est dit, on va se concentrer sur l'Europe. C'est déjà pas mal. Et là, à Maison Objet, on rencontre un distributeur au Benelux, on rencontre d'autres distributeurs et on solidifie déjà le marché français et le marché européen, et on verra pour plus tard. Et le plus tard vient très très vite, hein, on va en parler, mais on va à Nuremberg et c'est là où on passe une autre étape. Pourquoi? Nuremberg, c'est là où il y a le salon tous les ans, en fait, le salon international du jouet, qui est le plus gros salon international de jouets du monde. Du monde en fait. Et il y a tous les acteurs mondiaux qui sont présents. Et c'est un salon B2C ou B2B? B2B. Là, c'est vraiment B2B. Ouais. Donc il faut montrer patte blanche pour pouvoir rentrer et rencontrer des producteurs ou des créateurs comme vous. Et ça, c'est quand? Alors ça, c'était en début d'année 2020. C'est il y a pas si longtemps finalement. C'était en fin janvier 2020, début février. Ah là là, la bonne époque. Avant. C'était avant, dans le monde d'avant. Et qu'est-ce qui se passe à Nuremberg? Qu'est-ce qui se passe à Nuremberg? Là, à Nuremberg, on montre notre produit au monde entier. Donc, on met tous les moyens dans un beau stand. Là, par contre, on a mis le maximum de visibilité possible sur le stand. Un stand en bois. On met les produits en avant. On travaille bien notre pitch français, anglais, et là on rencontre énormément d'acheteurs, et c'est des étoiles dans les yeux parce que tous les acteurs qu'on n'arrivait pas à concrétiser en France viennent sur notre stand. On commence à parler de partenariats sur 2020 et on rencontre des acteurs internationaux, donc et encore des Japonais. Donc et du coup des Japonais, mais vraiment hyper intéressés, et finalement on dit bon ok, on va ouvrir au Japon, et c'est ce qu'on a fait en fait. Et, on a ouvert le Japon, on a concrétisé le Benelux, on a rencontré notre distributeur allemand, le distributeur espagnol, et ça, ce sont les pays dans lesquels on est aujourd'hui le plus représenté. Ok, c'est formidable, hyper intéressant. Je pense que l'insight là, il est très très fort. On en avait parlé avec Jacques d'ailleurs, mais l'importance des salons B2B pour rencontrer des distributeurs, des représentants, des revendeurs, elle est cruciale et clairement une accélération business forte. Non, ça c'est pour vous, puisque tu m'as dit que le B2C représente 15% des ventes aujourd'hui. Donc pour simplifier, on va dire 20, donc ça fait 4 cinquièmes, 1 cinquième. Oui, en fait, c'est exactement la croissance de 120 à 504 CA en un an au final. Oui. Enfin, tu vois, on retrouve presque cette proportion, donc c'est hyper intéressant. Non, okay. C'est exactement ça. Non, puis les salons B2B, s'il y a un conseil, c'est faut absolument y être. C'est l'international, quand c'est le Benelux et la Belgique, c'est facile. Quand c'est l'Allemagne, je sais pas, ou l'Angleterre ou le Japon, ça veut dire de la traduction, ça veut dire des tests. Est-ce que ton silicone alimentaire pour les cônes, il est valable? Enfin, tu vois, est-ce qu'il est alimentaire dans tous les pays? Alors oui, ça fait partie. À partir du moment où on ouvre un territoire, un pays, on fait toute une batterie de tests, les tests CE, les normalisations, les certifications, et tout. À chaque fois, Pix a répondu favorable à l'entrée dans un pays, parce que on a été. C'est quand même beaucoup d'admin. Beaucoup. Énormément, et tous les allers-retours avec le laboratoire, mais ça a été un des secrets aussi, c'est qu'à la base,
quand on fait du sourcing, c'est de faire le meilleur sourcing possible pour ne pas avoir de surprise quand on arrive à ces étapes. Donc les matériaux sont très très importants. Quand on fait son sourcing après la phase de prototypage, pensez long terme en fait. Exactement. Et ça a été un point d'honneur quand on a conçu le produit. Ça a été tout de suite les meilleurs matériaux. Et les meilleures usines avec qui on peut travailler, on a été les visiter, on a été sélectionner les produits nous-mêmes. Et ça, c'est primordial. C'est primordial si on veut durer et si on veut ne pas avoir de surprise. Faut commencer avec le meilleur dès le début. Ok, hyper intéressant. Donc, fast forward, avance rapide, jusqu'à fin 2020. On est maintenant distribué à l'international. L'international représente 45% de vos ventes, c'est ça? C'est ça. Ce que tu m'as dit. Non, 45% du B2B. C'est 45% du B2B, oui. Ok, 45% du B2B, une quarantaine de pourcents sur la France en distribution B2B aussi, avec des revendeurs. 15% en B2C sur le site internet. Des questions pour 2021 sur comment faire croître le B2C peut-être sur d'autres plateformes. On parlait d'Amazon que vous essayez de contrôler pour l'instant, mais plateforme sur laquelle vous déciderez, ou enfin vous en tout cas vous avancerez l'année prochaine. Exactement. C'est une très belle histoire. On parle pas de millions, mais je suis sûr que vous allez y venir. Mais c'est une belle histoire. Comment dernière partie que j'aimerais aborder avant de clore cet entretien, c'est l'acquisition et le comment dire comment tu gères de la notoriété. Tu l'as dit, le jeu c'est un marché complexe, atomisé, hyper compétitif. Comment est-ce que Pix fait pour exister? C'est beaucoup d'animation sur les réseaux. Il faut être très présent, très présent sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Ça peut être un peu désagréable, mais vous êtes pas très gros sur Instagram. Non. Alors, ça demande du temps et on commence maintenant à avoir un petit peu plus de temps pour animer parce que aussi on a une équipe qui commence à se constituer aussi nous en interne, mais on essaye d'être le plus visible et d'être le plus proche possible de notre communauté, de répondre à tous les mails, dès qu'on peut rencontrer nos premiers ambassadeurs, finalement on le fait, et sur des périodes comme celle-ci, sur les fêtes de fin d'année, on essaye on travaille sur du Facebook Ads qui est très important. On essaie de sortir un peu notre épingle du jeu de cette façon, et on crée des offres un peu attractives. On a créé des cartes créatives Noël pour justement donner un peu plus de contenu pour les moments de jeu, les moments de partage, donner un peu plus de visuel à l'univers de Pix. On essaie d'être au maximum constructif et présent de cette façon. Ok, sur les réseaux, comment est-ce que vous utilisez l'email? Vous avez combien d'emails aujourd'hui? On a à peu près 100 000 emails. 100 000 emails. Est-ce que tu as une technique pour récupérer des contacts de personnes de clients qui t'ont acheté pas en direct? Donc en fait, les 85% de clients qui t'achètent via des revendeurs, comment est-ce que tu fais pour les rapatrier vers ta marque? Les rapatrier, c'est affreux, pardon. C'est tout ce qu'on met en place à travers les réseaux, et on a aussi une partie sur notre site internet qui est une partie de téléchargement où on donne un peu de contenu aux personnes qui s'intéressent à la marque. Donc là, on fait de l'acquisition d'emails, on donne des cartes en téléchargement, on donne le livret d'instructions sur le site internet, et c'est un peu comme ça qu'on fait vivre tout l'univers, et qu'on va un petit peu capter les personnes qui se procurent Pix à un autre endroit que notre site internet. D'accord. Et donc, pardon, sur l'email, comment est-ce que vous l'utilisez? Une newsletter hebdo, mensuelle, de l'activation. Est-ce qu'il y a des scénarios, email pour les acheteurs? Si, on a tout un système automatique de parcours à travers notre site internet, mais on travaille avec la plateforme Sendinblue, et alors ça, on est quasiment au quotidien dessus pour voir un petit peu les rapports, et c'est vrai que on fait une newsletter en règle générale tous les 3 semaines, un mois, hors saison, et là on fait une newsletter toutes les semaines. Ok, formidable. Est-ce que vous faites de l'achat média?
On en a fait Google Ads ou sponsoring sur Facebook? Oui, C'est ça? si, on le fait surtout sur cette saison. Alors c'est vrai que c'est notre premier vrai gros Noël et on a prévu justement un budget pour cette saison et on a fait du sponsoring sur Facebook, Instagram. On a fait quelques displays en drive to site sur différents sites internet comme Le Monde ou Le Figaro, ce qui nous a permis de capter un peu plus de clients et de visites sur notre site internet. D'accord. Merci, c'est très intéressant. Pardon, je bafouille, mais j'avais reçu les oh mon Dieu, les petits mondes. Les petits mondes, ouais. Les mini-mondes. Ouais. Les Les mini-mondes. mini-mondes, pardon, j'avais petit en tête, mais je trouve les mini-mondes sur le podcast, on avait abordé un thème qui était intéressant, qui était la saisonnalité du jouet. Oui, oui. Comment sortir d'un cadeau d'anniversaire ou d'un cadeau de Noël. En gros, c'est ça, quoi. Et eux, ils l'abordent avec c'est un épisode qui est très intéressant. Quentin Horry, est-ce que je dis une bêtise? C'est peut-être le fondateur, enfin l'un des deux fondateurs. C'est deux. Et oui, pardon, eux, ils l'abordent d'une manière différente, c'est que dans les mini-mondes, il y a une histoire qui se raconte avec ensuite un abonnement mensuel où on va recevoir des nouveaux jouets et en même temps un cahier de jeux, dessins, découvertes, apprentissages. Je trouve ça hyper intéressant. Comment est-ce que vous gérez la saisonnalité du jouet? Alors, il est clair qu'on a une forte saisonnalité. 60% quasiment entre 50 et 60% du chiffre se fait et se constitue pendant les fêtes de fin d'année. Et c'est vrai qu'il faut réussir à générer un peu plus de chiffres hors saison. Et comment on fait? Nous, c'est en valorisant justement les atouts pédagogiques du jouet qui sont là au quotidien finalement, et c'est des produits qui doivent justement entourer le quotidien des enfants et pas forcément pendant des fêtes de fin d'année. Et nous, ce qu'on s'est rendu compte suite à tout à ce qu'on connaît, à la situation actuelle, est dû à la conception de notre produit, c'est que on est en train de connaître un virage et un changement de mentalité et de façon d'utiliser les outils du quotidien. Et c'est vrai que ce qu'on met en avant, c'est faire en sorte que les enfants jouent différemment. Et ça a été très bien entendu depuis le début d'année 2020 en fait. Et on a des retours qui sont vraiment impressionnants de personnes qui ont mis Pix entre les mains des enfants pendant des périodes de confinement où ils s'imaginaient pas qu'ils allaient réussir à décrocher les enfants d'utilisation d'écran ou autre à travers un jouet. Et ça renforce les valeurs qu'on veut mettre derrière Pix, et ça ne peut que valider la façon dont on l'a conçu en fait. Bastien, formidable, merci beaucoup. Je trouve que c'est un bel accomplissement. Moi, je trouve que ça fait aussi pour moi une certaine boucle qui est bouclée de cette rencontre il y a 1 an et demi et de te recevoir ici un an et demi plus tard. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2021? C'est quoi l'enjeu principal? Les trois enjeux pour 2021. Non, les enjeux 2021, c'est justement asseoir le marché français et européen et faire en sorte qu'on ait le maximum d'enfants équipés avec Pix. Ça c'est notre objectif premier, et une nouveauté qui va arriver. Donc faire en sorte que elle soit aussi bien accueillie que Pix. Donc formidable. Eh ben écoute, je te souhaite le meilleur. C'est bien Quentin Horry des mini-mondes, pas les petits mondes. oui. Les mini-mondes que j'avais reçu. L'épisode 33, c'était un épisode top. Quentin est plein de... Pardon, il a le feu sacré. C'était hyper intéressant. Bastien, c'était super intéressant aussi. Je te remercie énormément pour ton temps. Je crois qu'on a abordé tous les sujets que j'avais en tête. Merci Laurent, c'était un plaisir partagé. Pour cette fin d'année qui du coup vous dépassez de 25% vos objectifs. Exactement. C'est bien. Le Covid d'ailleurs a eu un impact pour vous? Le Covid a eu un impact positif, si je peux dire ça, parce que comme je disais, il a fallu couper les enfants pendant 2 mois en mars. Exactement. Et Pix a été un très bon déclencheur. Donc et ça a été très
très significatif du développement, quoi. Donc ça a accompagné beaucoup d'enfants et ça le fait encore, et on espère que ça le fera très longtemps. Donc on est très content de comment s'est passé 2020 malgré la situation, et on espère que ça va continuer de cette façon. Ouais. Évidemment, la croissance, pas la situation. Oui. Bastien, merci infiniment pour ton temps. Chers auditeurs, je suis très heureux de clore cette année avec cet enregistrement. Une très belle histoire, OPI, enfin les pics d'OPI. Je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis rendez-vous l'année prochaine. On commence sur les chapeaux de roue. J'aurai des beaux catch-up en janvier avec des invités de 2020. Et quelques beaux nouveaux épisodes à sortir. Je vous donne rendez-vous sur lepanier.io ou sur toutes vos plateformes préférées. N'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter où je résume les principaux insights, les principaux conseils de mes invités. Vous pouvez le faire sur lepanier.io. Il y a un abonnement newsletter. Et si vous avez encore 3 minutes, je vous invite à écouter les quelques nouvelles de Cosa Vostra qui seront données après le générique de fin. Bastien, merci infiniment. Merci Laurent, merci à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode du panier. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le business. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un accompagnement tech et créatif, que ce soit pour votre site internet, votre stratégie de contenu ou d'inbound marketing, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse lepanier@cosavostra.com. À bientôt.